Alors, imaginez un instant, juste au-dessus de nos têtes, là, maintenant, il y a un océan invisible. Pas un océan d'eau, non, un océan d'insectes, des milliards de créatures qui voyagent comme ça dans les courants d'air. C'est pas de la science-fiction, hein, mais une réalité découverte il y a presque 100 ans. Notre analyse aujourd'hui, elle s'appuie sur des passages d'un livre fascinant, Insectopédia de Hugh Raffels. Et notre mission, c'est d'explorer la relation très complexe que nous, les humains, on entretient avec ces petites bêtes. Absolument. Et ce qui est incroyable, c'est de voir à quel point les insectes qu'on ignore ou qu'on craint la plupart du temps fonctionnent en fait comme des miroirs. Des miroirs. Oui, un miroir de nos plus grandes controverses scientifiques, de nos rituels, de nos cultures, et même parfois de nos angoisses les plus profondes face à ce qu'on ne voit pas. En fait, ils racontent notre propre histoire. Eh bien, commençons par cette histoire qui dépasse un peu l'entendement. Ce monde secret qui flotte au-dessous de nous, le fameux plancton aérien. Comment est-ce qu'on a même pu découvrir ça? C'est une histoire incroyable. On est en Louisiane, dans les années 20, les années 30. Des chercheurs, des entomologistes ont cette intuition que l'air n'est pas vide. D'accord. Alors ils font un truc complètement fou pour l'époque. Ils engagent des pilotes de biplans. Vous savez, ces vieux avions agricoles. Ah oui, je vois. Et ils leur demandent de monter des pièges collants sur les ailes et de voler. Mais de voler très très haut. Ils sont littéralement allés à la pêche aux insectes dans le ciel. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ah, bien plus que quelques moustiques égarés. Les résultats ont complètement stupéfié tout le monde. En 5 ans, ils ont capturé des dizaines de milliers d'insectes. Des dizaines de milliers. Oui, de près de 700 espèces différentes. Et attention, on ne parle pas du ras du sol. Ils en ont trouvé jusqu'à 15 000 pieds. Attends, 15 000 pieds? Mais c'est énorme! Ça fait quoi, 400-500 mètres d'altitude? C'est ça, 400 mètres. On y trouve des pucerons, des petites guêpes, des coléoptères et même des araignées qui se laissent porter par un fil de soie. C'est tout un écosystème en suspension. C'est difficile à imaginer. 400-500 mètres, c'est l'altitude du Mont Blanc. Et ce n'est pas juste un accident, quelques insectes emportés par le vent. Non, et c'est ça la grande découverte. Un des chercheurs, un certain Cecil Johnson, il a compris que ce n'était ni local ni accidentel. Il a appelé ça un grand système de diffusion planétaire. Un système de diffusion? Oui, un flux constant, massif, qui transporte des populations entières et redistribue la vie sur les continents. Ça change complètement notre vision des frontières, des écosystèmes locaux. Là-haut, en fait, tout est connecté. Du coup, ça remet en question l'idée même d'espèces invasives, non? Si ce transport a toujours existé. C'est exactement ça. La distinction est bien plus subtile. Les chercheurs ont même identifié deux autoroutes dans le ciel. Au-dessus de 3000 pieds, on a le fameux plancton avérien. D'accord. Les plus petits, les plus légers. Ils flottent passivement, sans aucun contrôle. Ils font partie du courant. Et en dessous? Et en dessous de 3000 pieds, là où les vents sont plus lents, on trouve les grands voyageurs. Les papillons monarques, les libellules, eux, ils ne flottent pas au hasard. Ils ont une destination. Ils suivent leur propre route. C'est vraiment deux mondes superposés. C'est fascinant. On a donc ce monde d'insectes totalement indifférent à nous, et puis il y a la façon dont nous, on les regarde. Et c'est là qu'ils deviennent des personnages dans nos propres histoires. C'est une transition parfaite. Parce que si le ciel est un espace de migration, l'insecte, lui, est devenu un territoire de conquête pour les idées. Et au XIXe siècle, le plus grand champ de bataille, c'était l'évolution. Et là, on tombe sur un personnage incroyable, Jean-Henri Fabre, l'entomologiste français. On imagine ce savant, seul, dans son jardin du sud de la France, passant des jours à observer une seule guêpe. Il y a un côté presque obsessionnel. Oui, Fabre était un observateur hors pair. Mais c'était aussi un anti-darwinien convaincu. Pour lui, la complexité qu'il voyait ne pouvait pas venir du hasard. C'était la preuve d'un plan divin, d'un instinct parfait, immuable. Et son argument massu, c'est l'histoire de cette guêpe, l'Amophile hérissée. Exactement. Son raisonnement est, il faut le dire, il est incroyablement persuasif. Il décrit comment cette guêpe chasse une chenille beaucoup plus grosse qu'elle. Elle ne la tue pas, elle la paralyse. Et pour ça, elle doit la piquer avec une précision de chirurgien sur 9 centres nerveux. C'est ce qu'il appelle son argument du jeu à somme nulle. Il dit Imaginez une guêpe primitive. Si elle pique mal et qu'elle tue la chenille. la nourriture pourrie. Échec. Voilà. Et si elle ne la paralyse pas assez, La chenille se débat et détruit l'œuf. échec aussi. Donc, pour Fabre, la conclusion est simple.
La technique a dû être parfaite dès le premier jour. Il n'y a pas de place pour l'évolution. Qu'est-ce que Darwin aurait pu répondre à ça? C'est redoutable comme objection. On a l'impression que l'évolution est chaos. Alors, où est la faille dans ce raisonnement? La faille, en fait, elle est dans le postulat de départ, le postulat de la perfection. Fabre, dans son admiration, a idéalisé la guêpe. Ah, Des observations plus récentes ont montré que ce n'est pas si parfait. L'opération n'est pas toujours si précise. Parfois, la guêpe s'y reprend à plusieurs fois, la chenille meurt. Le système n'est pas parfait, il est juste assez bon pour que l'espèce survive. donc la fameuse précision chirurgicale, c'était une fausse piste. En partie, oui. Mais surtout, la vraie découverte, c'est que le dard n'est pas qu'un scalpel. Il injecte un cocktail chimique, un venin. Un venin. Oui, un venin, qui est à la fois paralysant et antiseptique. Il empêche la proie de pourrir. C'est la chimie qui fait le plus gros du travail, pas seulement la mécanique. Ah mais oui! Et ça change tout. Parce qu'un venin, lui, peut très bien évoluer, devenir de plus en plus efficace au fil des générations. Exactement, vous mettez le doigt dessus. L'évolution a pu jouer sur la chimie du venin, ce qui est une voie beaucoup plus graduelle et vraisemblable. L'argument de Fabre, si brillant soit-il, reposait sur une observation incomplète, quoi. De ce champ de bataille des idées, on va passer à un lieu où l'insecte devient un combattant, un vrai gladiateur. On change complètement de décor. Oui, on part pour les maisons de thé de Shanghai, où le champ de bataille tient dans une minuscule arène en terre cuite. On va parler des combats de cricket. On imagine un simple jeu d'enfant, mais les sources décrivent un univers d'une complexité folle. C'est un monde à part entière, avec ses codes, son économie, et même sa propre science. Les amateurs ont un système de classification d'une richesse incroyable. Un criquet n'est pas juste un criquet. C'est-à-dire, Il est jugé sur sa couleur, la forme de sa tête, la texture de ses ailes. Les grands champions reçoivent des noms épiques, Tête violette aile d'or, général invaincu. c'est dingue. Et derrière, il y a une question de prestige, de statut social pour les entraîneurs, j'imagine. Absolument. Un criquet champion, ça confère un prestige immense à son propriétaire. Ces hommes, souvent des travailleurs modestes, deviennent des célébrités dans leur quartier. Ils préparent leurs athlètes pendant des mois. Régime alimentaire contrôlé, température, humidité. C'est un art. Donc l'enjeu du combat, c'est bien plus que l'argent du pari. Oh que oui. Perdre un combat, c'est une perte de face, une humiliation. Le vrai drame, il est dans les yeux des humains autour. L'atmosphère est électrique. Racontez. La pièce est bondée, bruyante. Puis, le maître de cérémonie annonce le combat. Et là, un silence religieux s'installe. Toute l'énergie de la salle est concentrée sur ces deux insectes. Les entraîneurs les stimulent avec un brin d'herbe, et puis l'affrontement. Souvent très bref, et la foule explose. Toute la gamme des émotions humaines projetées sur ce duel minuscule. C'est fou de voir un tel investissement émotionnel, social, pour quelque chose d'aussi petit. On charge ces insectes de nos espoirs. Mais est-ce qu'on peut aussi les charger de nos peurs? C'est l'autre face du miroir, oui. Parfois, l'insecte devient le témoin silencieux de dangers qu'on a créés mais qu'on ne veut pas voir. C'est exactement ce qui s'est passé après Tchernobyl. On arrive au travail d'une artiste et scientifique suisse, Cornelia Hesse-Honegger. Son histoire est fascinante. Après l'explosion, elle est allée sur place, dans les zones contaminées. Oui, mais pas avec un compteur Geiger. Sa méthode était différente. Elle a collecté des insectes, des centaines, et elle les a peints, Elle les a peints. avec une précision quasi photographique. Mais elle ne peignait pas des spécimens parfaits. Elle documentait méticuleusement leur malformation. Des pattes tordues, des antennes asymétriques, des ailes qui ne se dépliaient pas. Ces dessins sont devenus un catalogue de la pathologie. Mais attendez, le modèle scientifique officiel, à l'époque et encore aujourd'hui, ne dit-il pas que les faibles doses de radiation, comme celles qu'on trouve loin de l'épicentre, ne sont pas dangereuses? Vous touchez au cœur du problème. Le modèle officiel, qu'on appelle le modèle linéaire sans seuil, repose sur une idée de seuil de tolérance. En dessous d'une certaine dose, c'est considéré comme sûr. Ce modèle vient surtout des données d'Hiroshima. Des fortes doses sur un temps très court. Exactement. Mais il y a des théories alternatives, comme celle du chimiste Chris Busby, la théorie du deuxième événement. Il dit que la distinction entre radiation externe et interne est fondamentale. C'est-à-dire? Une particule radioactive que vous ingérez, en buvant de l'eau contaminée par exemple, peut être bien plus dangereuse. L'analogie de Busby, c'est celle de la balle. Peu importe le nombre de balles tirées dans une pièce, ce qui compte, c'est d'être touché.
D'accord, je vois. Une particule radioactive dans votre corps, c'est comme une mitraillette microscopique collée à vos cellules. Si elle touche une cellule une première fois, puis une seconde fois au moment précis où la cellule se divise, le risque de mutation catastrophique est démultiplié. Le risque n'est plus linéaire, il devient supralinéaire. Donc, Cornelia S. Honegger, avec ses dessins, elle ne cherche pas juste des monstres, elle cherche des preuves visibles pour une théorie que la science officielle a tendance à ignorer. C'est exactement ça. Et c'est là que son travail devient subversif. Parce qu'elle ne sait pas s'arrêter à Tchernobyl. Elle est allée près de centrales nucléaires suisses réputées propres. Et Et elle a trouvé les mêmes types de déformations, partout. En rendant ces anomalies visibles, elle a apporté une preuve tangible, une pièce à conviction, d'une menace que la science officielle déclarait inexistante. c'est une conclusion puissante. On est parti du plancton aérien à des kilomètres au-dessus de nous pour arriver aux arènes de Shanghai, en passant par le jardin d'un savant du 19e siècle. À chaque fois, l'insecte sert de toile de fond à nos propres drames. La synthèse, c'est peut-être que les insectes nous forcent à reconnaître les limites de notre perception. Ils existent sur deux plans. D'un côté, il y a leur réalité biologique, indifférente à nous, et de l'autre, ce sont de puissants symboles qu'on charge de nos propres significations. Et ça nous laisse avec une dernière pensée. Une question en suspens. L'ouvrage parle du concept d'Umwelt, du biologiste Jacob von Uexküll. L'idée que chaque créature vit dans son propre monde sensoriel. Oui. Une tique, par exemple, son monde, c'est 3 signaux. Une odeur, une température, une texture. Tout le reste de notre monde, les couleurs, les sons, ça n'existe pas pour elle. Alors la question se pose. Si chaque insecte habite un univers qui nous est si étranger, que révèle notre obsession pour eux? Est-ce qu'on essaye vraiment de comprendre leur monde? Ou est-ce qu'on cherche juste à peupler le nôtre avec nos propres histoires et nos propres peurs?